L'anime commence par une citation célèbre qui dit « Lorsqu'un être est traité avec soin, un esprit viendra l'habiter ». Puis, par un matin lumineux, nous voyons des gens dans la rue vaquer à leurs occupations quotidiennes, et une lumière rouge se projette sur une boîte à ordures. Ensuite, nous voyons dans une certaine ville 2 femmes vêtues de blanc jeter des sacs poubelles dans la zone de dépôt d'ordures désignée. Après cela, nous voyons une poupée de chien déchirée et une fille parlant à sa mère de la façon dont sa poupée est détruite. Sa mère s'excuse puisqu'ils viennent de l'acheter et la réparer l'aggraverait. Elle suggère qu'ils en achèteront une nouvelle. Nous voyons qu'ils la mettent dans un sac poubelle et jettent le sac dans la goulotte à ordures qui passe par des tuyaux jusqu'au camion poubelle. Ensuite, nous voyons une femme partir et une personne étrange portant un masque et déguisée la regarde. Les camions poubelles commencent à bouger et nous voyons une personne en vêtements sales les suivre. Ensuite, nous voyons une personne en vêtements blancs, comme un agent de sécurité, entendre un murmure à l'intérieur d'une pièce. Il s'approche de la porte pour voir quelqu'un fouiller dans les ordures. Il est surpris et ouvre la porte avec force, pointant son arme sur cette personne. Nous comprenons que cette zone est interdite, sauf pour le personnel autorisé. Nous comprenons du gardien de sécurité que cette personne est un voleur qui vole des ordures et les stocke, menaçant la beauté de leur ville. Il déclenche l'alarme, d'autres soldats arrivent, mais ce voleur leur jette des sacs poubelles au visage et s'échappe par la trappe à ordures. Il essaie de partir, mais la porte se ferme. Soudain, les soldats tirent sur lui, mais ce voleur était très rapide et a réussi à esquiver les balles et à s'échapper. Les soldats ont continué à tirer sur le voleur pendant qu'il courait, mais une balle l'a touché pendant un saut par-dessus le mur. Puis il s'est caché et a finalement échappé aux soldats. Nous voyons ce voleur sortir d'un égout, révélant son visage, et nous voyons qu'il est un garçon. Il dit qu'ils sont une bande d'idiots qui ne menacent personne. Nous voyons dans son sac la poupée de chien déchirée. Ensuite, nous voyons que toutes les personnes dans la ville portent les mêmes vêtements blancs et écoutent quelqu'un jouer de la musique. Puis nous voyons une personne écrire dans un carnet et écouter 2 femmes parler d'un raid sur les ordures la nuit précédente. Elles sont surprises par cette personne qui s'échappe avec les ordures. Elles pensent qu'il est quelqu'un des tribus. Ils regardent cette personne dont les vêtements montrent qu'il est de statut inférieur au leur. L'homme les regarde et s'éloigne. Nous comprenons que ceux des tribus ont un statut et une propreté inférieure par rapport à ceux vivant en ville. Les 2 femmes souhaitent que ceux vivant dans les tribus restent de leur côté. Puis nous voyons l'homme partir par une porte en fer et il devient clair qu'il y a un mur élevé séparant le côté tribal du côté de la ville. Nous voyons que le côté tribal est une ville ancienne et sale. Nous entendons 2 personnes parler du voleur qui volait dans les ordures de la ville, souhaitant qu'il arrête de voler pour que les soldats ne viennent pas chez eux. Pendant ce temps, nous voyons le garçon voleur entouré des objets volés dans les ordures de la ville, et nous entendons une fille lui dire « Roto » en lui demandant s'il est encore allé ramasser des ordures. Nous savons qu'elle s'appelle Q et elle continue en disant que les gens de la ville sont stricts sur la gestion des déchets et qu'on ne peut pas prévoir leurs actions si Roto est attrapé. Elle lui demande pourquoi il insiste pour ramasser des déchets. Roto lui explique que les riches de la ville jettent des choses utilisables sans remords, et que voler l'aide aussi à gagner de l'argent pour couvrir ses frais de subsistance. Q lui demande s'il aime collecter des ordures. Roto explique que ce n'est pas ça. Pendant ce temps, nous voyons 3 personnes harceler Roto en disant « odeur sale ». Il remarque la présence de Q. Elle demande à l'un d'eux quel est son problème. Il lui dit que son odeur deviendra nauséabonde si elle continue à rester avec Roto. Il pointe Roto du doigt, disant qu'il porte ce gant sale tout le temps, croyant que s'il le touche, il aura une éruption cutanée. Un autre donne un coup de pied dans une ampoule devant Roto, lui disant que personne n'achètera les ordures qu'il répare. Il continue en disant que sous ses gants, c'est terrifiant. Nous entendons Q dire que Roto n'est pas différent d'eux. Une personne dit que sortir avec lui est une mauvaise idée parce qu'il est fou, fils d'un tueur. Roto est choqué par ces mots. La personne continue en disant que ces quartiers ont été construits pour emprisonner les criminels et que nous sommes leurs fils selon lui, et ils essaient de maintenir la propreté pour améliorer leur image. Ici, le père de Roto est accusé d'avoir tout détruit à cause des meurtres qu'il a commis. Il dit à Q que si elle sort avec lui, les gens penseront qu'elle est mauvaise comme lui. Roto a l'air en colère. Les 3 personnes ont peur, l'un d'eux dit « Regarde, ce sont les yeux d'un criminel et il deviendra comme son père, un tueur. » Ils partent. Roto demande à Q pourquoi il deviendrait comme ça. Q dit que c'est une chose terrible à dire et qu'il n'est pas comme son père. Elle continue en disant que c'est une bonne personne et qu'il ne peut tuer personne. Roto la regarde et devient tendu. Soudain, Q crie de joie en voyant la poupée chien que Roto a réparée, mais Roto lui explique que cette poupée n'est pas à vendre. Pendant ce temps, la mère de Q l'appelle, lui demande ce qu'elle fait et lui demande de venir le ramener à la maison. Q part avec sa mère et dit à Roto qu'elle le reverra. Nous entendons sa mère dire qu'elle lui a demandé de ne plus revoir Roto. Roto les regarde. Puis nous le voyons marcher sur la route. Il arrive chez lui et voit la personne de la ville debout à l'intérieur, répétant les mots de Roto que la poupée n'est pas à vendre. Roto se met en colère et dit « Regetto, tu m'observais ». Regetto explique qu'il doit être clair sur ses sentiments et continue en disant qu'il veut parler à Roto de son raid sur les ordures de la ville. Puis nous entendons Regetto dire à Roto que leur situation n'est pas assez difficile pour risquer sa vie et de le laisser gérer les choses jusqu'à ce que Roto grandisse. Roto le regarde et explique qu'il n'est pas en danger car ils ne l'ont jamais trouvé. Regetto répond qu'ils l'ont en fait trouvé la nuit dernière. Et c'est que Roto et lui ne sont pas liés par le sang, mais qu'ils sont comme une famille, et Roto n'agit pas comme s'il lui devait quelque chose. Roto explique que Regetto l'a trouvé enfant et l'a élevé, et qu'il ne lui est pas redevable, mais le traite avec respect. Regetto les regarde et souhaite qu'il soit honnête avec Q. Roto devient tendu.
Une lampe lui tombe dessus et il regarde Regetto avec colère, demandant pourquoi il parle de Q. Regetto remarque la blessure de Roto et demande quand il a été blessé, demande si quelqu'un lui a tiré dessus. Roto est confus et dit non. Regetto s'approche de lui et veut voir la blessure, changer les bandages sur ses mains et lui demande d'enlever son gant. On voit Roto enlever son gant et on entend Regetto lui dire qu'il doit arrêter de voler des ordures, sinon il sera gravement blessé la prochaine fois. On voit qu'il a bandé sa blessure. Roto se lève et explique que ses blessures ne sont pas aussi graves que celles que son père lui a infligées, en regardant sa main pleine de cicatrices. Regetto regarde le sol et dit que les crimes majeurs sont punis par une exécution immédiate, c'est-à-dire tomber dans le gouffre, et c'est la règle de la ville depuis des temps anciens. Il continue en disant que le père de Roto a été jeté dans ce gouffre, donc Roto doit prendre soin de lui même dans ce monde sale. Roto raconte comment sa main était noire comme ça, et parfois, il ressent une grande douleur à travers elle, se souvenant des regards dégoûtés des gens face à ses blessures. Son âme a été vidée quand il était jeune. Il explique que Regetto lui a donné ses gants, qui ont réduit la douleur, et il est redevable à Regetto. Pendant ce temps, Regetto tient la poupée chien, et conseille à Roto de dire à Q ses sentiments, ou quelqu'un la lui prendra, et de lui donner la poupée demain. Roto devient confus et en colère, nous les entendons se disputer. À ce moment-là, nous voyons la personne masquée debout à l'extérieur, écoutant leur dispute. Le lendemain, Regetto conseille à Roto de sourire et de tirer son visage pour sourire. Mais Roto dit qu'il n'y a aucun moyen que cela fonctionne avec son visage. Il regarde la poupée, croyant que Q sera chez elle, et marche sur la route, remarque des sacs poubelles et les regarde, continuant son chemin. Il nous explique que la fosse est une énorme décharge, tous les déchets finissent dans la fosse, et quiconque commet un crime y est jeté. Nous entendons des voix de personnes rassemblées, répétant une phrase « Envoyez la saleté dans la fosse ». Nous voyons une personne jetée dans la fosse. Roto explique que son père a été jeté dans la fosse. Il se demande ce qui arrive aux personnes jetées dans la fosse. Pendant ce temps, nous entendons quelqu'un dire qu'ils envoient une autre personne dans le trou. Roto répond par « oui » et réalise que la personne qui parle est Q. Roto bégaye en la voyant et cache la poupée derrière son dos. Q est contente de voir Roto parce qu'il ne vient pas souvent ici. Roto ne peut pas répondre. Q continue, disant que c'est une mauvaise scène. Roto est d'accord, disant que ce n'est pas très différent de n'importe où dans les bidonvilles. Q dit que les bidonvilles ont été construits à la périphérie de la ville pour inculquer l'idée que tout ce que tu fais de mal te conduira à être jeté dans le trou, et que quiconque vit ici doit voir les exécutions, qu'il le veuille ou non. Elle regarde Roto et espère ne pas le voir jeté dans le trou. Elle continue, disant qu'elle sait qu'il y a beaucoup de déchets qui ne méritent pas d'être jetés, et que si Roto se met en danger pour cela et se fait attraper, son destin sera d'être jeté dans le trou. Roto dit que c'est ce que Recto a dit. Q répond en disant que c'est parce qu'il l'aime aussi. Roto est surpris par les mots de Q et dit « il m'aime aussi ». Q remarque et est embarrassée, disant qu'elle ne le pensait pas comme ça. Roto la regarde avec étonnement. Il attrape la poupée, la met sur son visage et tombe au sol. Q regarde la poupée et dit « oh, c'est la poupée ?» Roto l'interrompt et dit qu'il a pensé en la voyant qu'elle l'aimerait. Il s'arrête et précise qu'elle pourrait ne pas l'aimer parce qu'il vient de la décharge. Il tend la main pour que Q prenne la poupée. Q prend la poupée de ses mains et est heureuse. Roto regarde avec étonnement, puis nous voyons Roto courir et sauter joyeusement dans les rues. Il dit qu'il doit dire à Recto ce qui s'est passé. En courant, il entre en collision avec des policiers de la ville et tombe par terre. Ils le regardent et continuent leur chemin. Roto se demande ce qu'ils font ici. Roto continue de courir vers Recto. Il hésite avant d'entrer dans la maison, mais il ouvre la porte et entre. Il espérait voir Recto, mais il fut choqué en voyant la personne masquée sur le sol devant lui, et Recto avait été tué avec une épée. Sans hésitation, Roto attaque la personne masquée. Soudain, nous voyons Roto allongé sur le sol, blessé. Il ne peut pas se lever. Nous voyons la personne masquée ramasser un livre du sol et regarder Roto en sortant par la porte. À ce moment, Roto entend Recto chuchoter. Roto va vers lui et entend Recto dire à voix basse « cours ». Roto lui demande pourquoi et qui lui a fait ça. Il le rassure en disant qu'il va chercher de l'aide. Mais Recto lui crie de courir et de changer ce monde sale, et Recto meurt. À ce moment-là, la police arrive et arrête Roto en l'accusant de meurtre. Roto est choqué et leur dit « que voulez-vous dire? Je n'ai rien fait ». La police le force à se taire et dit qu'il a été pris en flagrant délit de meurtre de Recto et qu'il est couvert de son sang. Roto leur explique que le vrai meurtrier s'est échappé. Ils lui disent de se taire, mais Roto répète que le vrai meurtrier s'est échappé. Alors, un des policiers le frappe. Ensuite, nous voyons des gens rassemblés devant la maison et nous entendons quelqu'un dire « enfin, Roto a commis le meurtre, il a tué son père adoptif ». Et nous voyons la poupée chien et entendons la voix de Kyo dire qu'elle ne peut pas croire que Roto ait fait ça. Puis nous voyons des gens rassemblés autour du trou et nous entendons le juge dire « notre belle terre a été souillée à cause de vos actions, non seulement voler des ordures, mais aussi commettre le crime le plus ignoble qui est le meurtre ». Et nous voyons Roto suspendu par des cordes au-dessus du trou et la personne continue, disant « même si la victime n'est qu'un membre sale des tribus, le coupable ne doit pas rester sur la terre un instant ». Et il annonce la peine de mort pour Roto et les gens crient et répètent « jetez la saleté dans le trou ». Ici, Roto apparaît suspendu, se demandant ce qui se passe et comment cela peut arriver, et nous voyons qu'il se rapproche du trou. Roto continue en disant qu'il n'a rien fait et il regarde toutes les personnes debout et les supplie de l'écouter. Et parmi les gens, il voit Kyo debout tenant la poupée dans ses mains. À ce moment, Roto lui crie dessus et dit que Recto a été tué et que le meurtrier doit être trouvé. Kyo chuchote et dit « je croyais en toi ».
tu es vraiment le fils d'un meurtrier. Et elle jette la poupée par terre et s'en va. À ce moment-là, les gens continuent de répéter la phrase « Envoyez la saleté dans le trou ». À ce moment-là, Roto sourit et dit « Vous êtes la saleté, des tas de saleté sans volonté propre ». Et Roto voit que le juge lève la main et remarque le vrai tueur masqué parmi ceux qui se tiennent là. Soudain, Roto est jeté dans le trou et il jure en tombant qu'il leur enverra l'enfer. Après un moment, Roto ouvre les yeux et nous remarquons qu'il est allongé au milieu des ordures et qu'il est toujours en vie. Et il ne sait pas où il est ni quel est cet endroit. Et nous voyons que cet endroit est plein d'ordures et de déchets. Roto regarde avec étonnement et dit « Il disait que c'était une décharge ». Et nous voyons un monstre apparaître devant lui. Roto continue, disant que le trou est la fin de tout, des gens et des ordures. Roto regarde le monstre avec peur et dit « C'est vraiment l'enfer ». Nous voyons Roto paraître petit, tenant la main de quelqu'un, et il regarde le pied de quelqu'un qui pend. Roto explique que les choses semblent toujours étranges parce que tout le monde est occupé avec les criminels et la saleté, et personne ne s'est jamais demandé ce qui leur arrive quand ils sont jetés dans le trou. Les gens imaginent discuter de jeter une autre personne dans le trou. Une voix de fille demande pourquoi ils commettent des crimes en sachant que leur destin est d'être jetés dans le trou. Il se souvient de la main du juge et les yeux de Roto montrent de la colère. Nous voyons Roto courir rapidement devant un monstre géant qui a émergé des ordures. Le monstre hurle, puis nous voyons plusieurs autres monstres géants apparaître des déchets. Roto continue de courir, mais soudain, l'un des monstres géants se dresse devant lui. Il s'arrête, pétrifié, se demandant ce que sont ces choses. Juste des tas d'ordures. Comment ont-ils pu? Avant que Roto ne termine sa question, l'un des monstres l'attaque, essayant de le dévorer. Mais Roto s'écarte rapidement. Il court mais trébuche et tombe, atterrissant sur un crâne humain. Il se met en colère et se demande comment ils ont pu le jeter dans cet enfer. Un tremblement de terre se produit et soudain les monstres cessent de bouger. Nous voyons Roto au sol, blessé. Il sent que l'air est terrible ici. S'il continue à le respirer, ses poumons vont se déchirer. Il essaie de se relever en pensant qu'il doit trouver un endroit plus sûr. Il regarde autour de lui avec étonnement et se demande s'il y a un endroit sûr dans cet endroit étrange pour commencer. Soudain, il vomit du sang. Les trois monstres le regardent, commençant à se diriger vers lui. Roto se demande s'il va mourir ici. Il se souvient de Ricto à ce moment-là, le voyant allongé devant lui sur le sol, du sang sortant de lui. Roroto dit non. Il regarde devant et attrape un bâton du sol, commençant à se lever. Il déclare que quelque chose doit être fait à propos des gens qui l'ont méprisé et traité de criminel, qui l'ont envoyé dans ce gouffre. Mais d'abord, ce meurtrier qui a tué Ricto, il jure de trouver cette personne. Soudain, l'un des monstres le charge et Roto le frappe fort avec le bâton. Il insiste sur le fait qu'il doit vivre longtemps pour se venger. Ensuite, nous voyons une boîte lancée sur un homme tenant un parapluie. Il regarde à travers des jumelles et se demande « C'est ça ?» Pendant ce temps, nous voyons Roto lutter contre le monstre géant et le battre. Roto explique que cet endroit et ces monstres puent. Il charge le monstre, saute dessus et frappe la créature, mais le monstre le frappe et le repousse. Roto s'écrase contre un rocher élevé. Un autre monstre apparaît, renversant le rocher. Roto attrape un panneau de signalisation et le jette sur le monstre. Soudain, un autre monstre émerge sous Roto. Il saute, mais commence à cracher du sang et se sent épuisé. Les monstres s'approchent de lui. Nous voyons une lueur rouge apparaître sur la main de Roto et il ressent une montée de puissance. Les monstres l'attaquent, mais Roto frappe les monstres. Transperçant l'un d'eux avec un morceau de métal, il le déchire en deux, le monstre explose. Nous voyons les restes des monstres derrière Roto qui tombent au sol. Il dit que ça sent mauvais, mais soudain, un monstre plus grand que les autres apparaît derrière lui et se dresse sur ses pattes arrière. Roto le regarde et commence à courir. Soudain, le monstre frappe le sol violemment. Une explosion se produit autour de lui. L'explosion projette Roto dans les airs et il tombe le long d'une pente. Roto, maintenant au sol, souffre. Il ouvre les yeux et est surpris de voir la personne tenant un parapluie devant lui, portant un masque. Roto se demande qui c'est. Cette personne le ramasse puis le repousse d'un coup de pied. Roto ressent une douleur intense, mais l'homme le porte. Il met un masque sur le visage de Roto. Roto sent qu'il peut respirer maintenant. Roto lui demande s'il est du coin. Quel est cet endroit? Quels sont ces monstres? L'homme le regarde et lui dit de se taire. Mais Roto le regarde et demande quel est ce monde. L'homme le regarde et lui dit de se taire. Roto explique qu'il vient de tomber dans ce monde. Il veut savoir ce qu'est le gouffre, cet endroit souterrain. L'homme lui dit qu'ils ne sont pas sous terre, qu'ils doivent rester silencieux, alors il ordonne à Roto de se taire. Roto lui crie de parler clairement, mais l'homme répond avec colère, en criant, précisant que cet endroit n'est pas sous terre, que ces déchets ont été jetés par vous, les habitants du monde. Il dit à Roto de se taire parce qu'ils nous ont trouvés à cause de toi. Il désigne le monstre derrière eux, Roto est choqué. L'homme continue en disant que ce sont des monstres de déchets, faits de déchets, et qu'ils ne peuvent pas être tués avec des armes ordinaires. Ils sont attirés par les sons que les gens font. L'homme insiste pour que Roto reste silencieux, qu'il se cachait des monstres. À ce moment-là, un monstre s'approche de derrière lui. L'homme continue que tout cela est la faute de Roto pour ne pas avoir écouté. Soudain, nous voyons du feu sortir du parapluie. Il s'enflamme entièrement. Le parapluie s'ouvre, révélant qu'il est armé de lames tranchantes.
L'homme le vise sur le monstre derrière lui et soudain le parapluie tourne et fait exploser le monstre. Roto remarque que le monstre ne se régénère pas, il se demande ce qu'est ce parapluie. À ce moment-là, nous voyons les monstres côte à côte commençant à attaquer, mais l'homme les charge et les élimine tous d'un seul coup de son parapluie. Roto se demande si c'est une technique utilisée ici dans la fosse ou une technique spéciale de cet homme. Nous voyons l'homme abaisser son parapluie au sol. Pendant ce temps, Roto explique que s'il avait ce parapluie, il aurait donné une leçon aux vauriens. Soudain, nous voyons un monstre tirer une bulle de sa bouche vers l'homme, mais l'homme la défend avec son parapluie et la bulle éclate, provoquant une explosion. Dans le chaos, l'homme balance son parapluie sur la tête du monstre, la faisant exploser. Ensuite, nous voyons l'homme se tenir avec son parapluie, redevenu un parapluie ordinaire. Il regarde Roto, lui disant qu'il est toujours en vie. Roto demande: qui es-tu? L'homme enlève son masque, se révélant être Engin, juste un simple nettoyeur. Soudain, Engin a l'impression d'étouffer à cause de l'air nauséabond. Il remet rapidement un masque, il crie à Roto, lui demandant pourquoi il a enlevé son masque. Pourquoi l'a-t-il laissé faire ça? Roto le regarde avec surprise et s'effondre par terre. Plus tôt, nous voyons un jeune Roto, ses vêtements sales. Ricto lui demande ce qui s'est passé. Roto répond qu'ils l'ont poussé. Ricto regarde et dit: c'est fauteur de troubles encore. Roto explique qu'il leur a dit que ces choses sont vivantes, alors ils se sont moqués de lui et l'ont battu. Ricto demande s'il les a frappés en retour. Roto secoue la tête pour dire non. Ricto dit bon travail. Roto explique à Ricto qu'il lui a déjà dit que si l'on traite un objet avec soin, il finira par être habité par un esprit. Ricto répond qu'il a interprété cela comme si ces choses étaient vivantes. Roto reste silencieux, Ricto continue, disant que ce n'est qu'un ancien mythe. Il prend une serviette et sèche la tête de Roto. Il continue en disant qu'il est sûr que c'était juste une phrase pour encourager un certain état d'esprit, pour prendre soin des choses dans sa vie, qu'il ne croyait pas en cette phrase. Il ajoute qu'il pense que cette serviette a un esprit, c'est pourquoi Roto devrait en prendre soin. Roto le regarde et dit: et cette chose? Cette chose, en pointant tout autour d'eux. Ricto rit et dit: peut-être. Roto regarde aussi son gant et dit: ça aussi. Ricto répond que s'il en prend bien soin, avec le temps, ils seront habités par un esprit. Roto est stupéfait. Actuellement, Roto se réveille et se trouve enchaîné, et nous entendons la voix d'Engin lui dire: tu es réveillé. Roto le réprimande. Engin répond: c'est comme ça que tu traites quelqu'un qui t'a sauvé la vie? Engin marche et tire Roto avec lui. Roto lui demande avec colère: pourquoi ces chaînes? Et qu'est-ce que tu vas faire de moi? Engin répond qu'il s'est évanoui et qu'il a décidé de l'emmener avec lui. Roto répond qu'il devrait le détacher parce qu'il veut remonter. Engin s'arrête et explique que ce n'est pas possible et que l'endroit là-haut s'appelle l'Arche, et lui demande comment il pense pouvoir monter car l'Arche est en mouvement constant et il y a d'autres facteurs et que ce n'est pas possible. Engin tire Roto et continue en disant qu'il doit accepter cela et rester calme. Mais Engin s'arrête quand il entend Roto dire que ce n'est pas possible et qu'il reviendra quoi qu'il arrive, et qu'Engin sait quelque chose qu'il ne veut pas lui dire et qu'il doit savoir comment atteindre l'Arche. Il continue en disant qu'il veut connaître ce monde, les monstres, et même le pouvoir qu'Engin possède, et lui demande de tout lui dire, car il utilisera tout cela contre les salauds là-haut dans l'Arche. Il se souvient du tueur masqué. Roto continue en disant qu'il ne se taira pas tant qu'Engin ne lui aura pas tout dit. Soudain, Engin jette son masque et dit que Roto ne cessera pas de parler, et c'est pourquoi il va lui parler de ce monde. Nous entendons la voix de Roto lui dire d'arrêter, et nous voyons Engin le tirer avec force alors qu'il marche et le laisse soudainement au sol. Roto regarde autour de lui et trouve des camions de transport à côté d'une station-service et demande: quel est cet endroit? Engin lui dit: profite. Roto se tourne vers Engin et lui demande d'attendre, disant qu'il ne lui a rien répondu. Engin le laisse seul, mais soudain, Roto entend une voix derrière lui. Il se retourne et découvre qu'il y a des personnes masquées qui le regardent. L'un d'eux se demande: c'est un enfant, que fait-il ici? Il suppose qu'il y a quelqu'un avec lui. C'est impossible qu'il soit venu ici seul. Il regarde ses vêtements et est surpris et dit: est-ce possible? Il s'approche de Roto et lui demande: es-tu de l'Arche? Roto le regarde. L'homme continue: d'où viens-tu? Roto répond qu'il vient effectivement de l'Arche. Soudain, les gens enlèvent leurs masques et les jettent en l'air. Ils entourent Roto, lui demandant avec empressement: es-tu vraiment de l'Arche? Parce qu'ils n'en ont jamais vu un vivant auparavant. Ils sont stupéfaits. Roto leur demande: qui êtes-vous? L'un d'eux est surpris que Roto parle leur langue et il ne croit pas qu'il mente. L'un d'eux essaie de lui enlever ses chaînes, mais Roto s'éloigne de lui. Il n'arrive pas à croire qu'il ait survécu. Une autre personne explique qu'il ne trouve que leur cadavre et lui demande pourquoi il était attaché comme ça. L'homme essaie de le détacher. Roto voit qu'ils sont plus gentils qu'Engin. Mais soudain, nous voyons qu'il est fermement attaché par la main à l'intérieur d'une cage et nous entendons Roto essayer de se libérer. Et nous comprenons qu'ils ne veulent pas qu'une personne précieuse de l'Arche s'échappe. L'un d'eux explique que les corps des gens de l'Arche sont chers. Le corps entier, bien sûr, mais aussi les yeux, les bras et les jambes, et qu'il y a ceux qui les paieraient même pour leurs vêtements.
Mais malgré cela, ils ne s'attendaient jamais à en obtenir un vivant. Roto les regarde avec colère. L'un d'eux répond « Tu veux savoir pourquoi quelqu'un désire les gens de l'Arche? Parce que nous vous détestons. » Il continue « Vous jetez vos ordures ici. » Et elles se sont accumulées jusqu'à polluer l'air, jusqu'à créer des monstres. Et les monstres a tué l'âme de nombreuses personnes ici, et les gens ont été écrasés par les ordures et ont perdu leur maison à cause du sol empoisonné. Il lui demande « Que penses-tu qu'ils feront quand ils te verront ? Ils te tortureront et te déchireront devant tout le monde. Après t'avoir vendu, nous resterons là et paierons pour les regarder faire ça. Nous les voyons jeter de la nourriture sale devant lui et le nourrir de force parce qu'il est maigre et qu'ils ne veulent pas qu'il meure de faim. » L'homme sourit et dit qu'il parie que son goût est sensible à la nourriture sale ici. Il continue en disant que les gens de l'Arche sont arrogants et ne touchent jamais aux ordures, et le nourrit de force. Un autre homme qui sourit devant les déchets alimentaires confirme « Certainement ». L'homme ouvre la bouche de Roto de force et le nourrit, mais Roto mord les doigts de l'homme avec force jusqu'à lui déchirer la peau des doigts. L'homme tombe et hurle de douleur. Nous voyons que les os sont apparus de ses doigts et nous voyons Roto mâcher les doigts de l'homme dans sa bouche. Tout le monde est stupéfait en voyant Roto poser sa tête sur le sol et manger la nourriture sale. Nous entendons Roto dire que la nourriture n'est pas des ordures, mais qu'elle est certainement comestible. Il les regarde en mangeant et ils le regardent avec étonnement. Roto explique que tout le monde qu'il rencontre parle de l'Arche et de la terre, des ordures et des tribus, ici en haut et là en bas. Il se met en colère et nous voyons une lumière rouge apparaître de sa main et couvrir son corps. Roto continue en disant qu'il devrait arrêter de classer les gens selon leur propre classification. Soudain, Roto se débarrasse de ses contraintes et saute devant eux. Il dit « Pensez-vous avoir le droit de me traiter comme bon vous semble? Je n'accepterai plus cela. » La lumière rouge apparaît autour de lui. Pendant ce temps, Engine l'observait avec ses jumelles à distance. On l'entend sourire et dire « Énergie incroyable ». Il continue en disant qu'il a découvert cela en lui dès le début. À ce moment-là, Roto enlève son gant et se souvient que Rictos disait que si l'on traite quelque chose avec soin, une âme l'habitera un jour, et que cette âme viendra à son secours. Nous voyons l'énergie sortir de son gant. Il attrape les chaînes et l'énergie brille encore plus. Les gens le regardent et disent qu'il est impossible pour quelqu'un de l'Arche de posséder ce pouvoir. À ce moment, Engine regarde et explique que ceux qui peuvent donner vie aux choses et en extraire le pouvoir sont les donneurs. À ce moment, l'homme dont Roto a mordu la main crie aux autres personnes que cet enfant doit payer le prix. Il se met en colère et leur ordonne de le tuer. Les gens attaquent Roto. Roto lève la chaîne et la leur lance. L'un d'eux dit qu'ils doivent viser les chaînes et continue que les givers sont impuissants sans leurs objets. Une personne apparaît devant Roto et repousse la chaîne. Roto attrape un volant de voiture et lui donne du pouvoir. Engine est stupéfait en regardant l'événement. Roto transforme le volant en arme. Engine et l'homme sont étonnés que Roto puisse utiliser plus d'un objet. Roto frappe l'homme au visage et le met à terre. Nous remarquons qu'il a mis toutes les personnes à terre. Il s'approche de la dernière personne dont il a mordu les doigts. Cet homme lui crie dessus et lui souhaite la mort. Roto tend la main pour frapper la personne et à ce moment-là, Engine apparaît derrière lui, attrape la main de Roto et lui demande de se calmer et Roto se calme effectivement. Nous voyons des choses tomber autour et une pierre tombe sur la tête de l'homme et il s'évanouit. Roto le regarde et demande à Engine « N'est-ce pas vrai ?» Engine répond « Oui ». Soudain, la roue dans la main de Roto se transforme en cendre et il se demande « Qu'est-ce que c'est ?» Roto explique qu'il s'est soudainement souvenu des mots de Ricto et saigne du nez en regardant son gant. Engine explique que l'utilisation d'un tel pouvoir détruit le corps et s'excuse car il voulait s'assurer que son pouvoir était réel et qu'il lui dira tout ce qu'il veut savoir sur ce monde et aussi sur son pouvoir. Mais en retour, il tend la main à Roto et lui demande de rejoindre les nettoyeurs car ils veulent quelqu'un comme lui. Roto le regarde avec étonnement et lui dit « Moi, je préfère pas. L'histoire commence sur Terre, où l'on voit quelqu'un assis sur un toit. Son appareil émet un bip et il l'éteint, remarquant qu'Engine l'appelle rarement. Il se demande ce qu'il manigance et est surpris d'apprendre qu'Engine a trouvé un talent naturel. Dans un autre bâtiment, dans un endroit qui ressemble à une clinique, Engine dit à la personne au téléphone qu'il a trouvé Rudo par hasard dans le désert. Il s'avère qu'il a des pouvoirs que Engine n'a jamais vus auparavant et il l'a recruté pour les cleaners. Il ajoute qu'il les présentera quand il aura fini ici. Nous voyons un médecin à l'apparence étrange traiter Rudo. Rudo le regarde avec surprise et dit à Engine qu'il n'a jamais dit qu'il ferait partie de la bande d'Engine. Engine explique qu'il n'est pas en position de refuser. Rudo semble en colère et insiste sur le fait qu'il doit retourner à... Le médecin l'interrompt, criant qu'il a de la chance. Rudo est soudainement surpris et se demande qui est cette personne. Le docteur continue, disant que seuls les imbéciles errent dans le désert et lui assure que s'il avait respiré l'air plus longtemps, il serait mort ou kidnappé. Il dit qu'il ferait mieux de remercier cet homme, c'est-à-dire Engine. Engine est d'accord avec le docteur et dit à Rudo de le remercier. Il s'avère que le docteur est une vieille femme.
Elle termine son traitement et lui demande de la payer. Rudo et Anjin quittent la clinique. Rudo remercie Anjin d'avoir payé son traitement et lui dit que tout ce qu'il veut, c'est des informations et qu'il n'a pas le temps de rejoindre les nettoyeurs. Anjin coupe Rudo, expliquant qu'il pensait que l'incident de l'enlèvement aurait montré à Rudo comment les gens ici à la surface voient donc les gens du peuple du ciel. Il dit que Rudo aura des ennuis s'il découvre qu'il est l'un d'eux. Anjin continue en disant que ce n'est pas le genre d'endroit où l'on donne des informations gratuitement et que Rudo devrait juste se taire et le suivre. Plus tard, nous voyons Rudo manger dans un restaurant avec Anjin qui remarque que l'appétit de Rudo est revenu après qu'il ait vomi en mangeant des ordures. Rudo regarde les oiseaux, pensant en lui-même qu'il pensait que le trou n'était que des déchets mais qu'ils ont de vraies villes, de la nourriture et tout. Anjin continue, expliquant à Rudo que ce n'est pas seulement des déchets qui s'accumulent ici sur Terre. La même règle s'applique aux sentiments, qui sont appelés miasmes. Parfois, les miasmes se transforment en énergie, entraînant divers résultats. Parmi ces résultats, il y a la naissance de monstres de déchets qui attaquent les humains à vue. On les trouve toujours dans les décharges à l'extérieur, mais parfois ils peuvent entrer dans les villes. À ce moment, Rudo lui demande pourquoi il ne fortifie pas toute la ville. Anjin répond que c'est à cause de la nature humaine, ils ne peuvent pas rester enfermés pour toujours. Anjin explique que les armes normales ne peuvent pas tuer ces monstres. Il montre le gant de Rudo et explique que ces gants peuvent les tuer. Rudo est surpris d'entendre cela. Anjin explique que lorsque quelqu'un prend soin d'un objet pendant longtemps, le miasma l'habite, et ils appellent ces choses des Jinki. Vaincre les monstres de pacotille nécessite le miasma d'un Jinki. Il explique aussi que seules quelques personnes peuvent extraire le pouvoir d'un Jinki. Rudo demande s'il fait partie de ces personnes. Anjin répond oui et ajoute que lui et Anjin ont cette capacité et qu'ils sont connus sous le nom de donneurs. À ce moment, Rudo pense que Recto avait raison. Puis Anjin dit à Rudo que les nettoyeurs sont un groupe d'exterminateurs de monstres poubelles et qu'ils ont besoin de plus de donneurs. Rudo comprend pourquoi Anjin veut qu'il les rejoigne et demande si en rejoignant, Anjin peut lui apprendre à se relever. Anjin est surpris et explique qu'il n'a aucune idée de comment remonter. Rudo est choqué et dit à Anjin qu'il a agi comme s'il savait comment remonter. Mais Anjin précise qu'il n'a jamais rien dit à propos de monter. Rudo s'énerve, mais Anjin lui dit que leur chef pourrait connaître un moyen de monter. Rudo exige de parler à leur chef. Anjin demande à Rudo qui lui a donné ses gants. Rudo répond que c'était son père et que les gants lui rappellent celui-ci. Et Anjin comprend maintenant pourquoi Rudo garde les gants. Il explique que lorsque quelque chose a de la valeur pour vous, vous devez en prendre soin. C'est une idée simple, mais peu de gens l'apprécient. Et Anjin explique que ces gants sont bons et ont une âme et dit à Rudo d'en prendre bien soin. Rudo se souvient de son père et pleure. À ce moment-là, Anjin reçoit une alerte. Il se lève et dit à Rudo que c'est assez d'informations sur la vie sur Terre pour l'instant et lui dit d'attendre ici. Mais Rudo l'interrompt, s'excuse et lui dit qu'il lui doit tout. Anjin se retourne, lui sourit, lui donne de l'argent et lui conseille de ne pas tout dépenser au même endroit. Rudo est surpris et demande à Anjin s'il est sûr. Anjin répond qu'il l'est et lui dit que cet argent provient de la vente des vêtements de Rudo et qu'il l'a aussi utilisé pour payer son traitement et sa nourriture. Donc oui, il est sûr. Anjin s'en va. Rudo entre dans une rage, criant à Anjin qu'il va le frapper. Mais Anjin explique qu'il ne peut pas se promener ici avec des vêtements de Skyfolk de toute façon, et lui dit d'attendre ici. Rudo reste là, en colère, pensant qu'il quittera ces idiots dès qu'il trouvera un moyen de remonter. À ce moment-là, un chat apparaît, s'empare de la bourse d'argent et s'enfuit. Rudo le poursuit, essayant d'attraper le chat, mais il s'échappe. Rudo trouve un bâton et le ramasse. Il s'avère que ce bâton appartient à une personne qui se tient là. Nous voyons le chat trébucher en sautant sur une benne à ordures et tomber. Rudo le rattrape et le coince avec le bâton, essayant de récupérer la bourse. Mais soudainement, argent. Rudo entend quelqu'un derrière lui dire que cela lui appartient et lui demander de le rendre. Rudo explique que l'argent est à lui. La personne précise qu'il ne parlait pas de l'argent, mais du bâton. Rudo est surpris, mais dit à la personne que c'est un bâton miteux. Soudain, nous voyons la personne arracher le bâton des mains de Rudo et le repousser. Nous voyons la personne tenir le bâton et le renifler. Rudo se demande qui est cette personne et remarque qu'il porte le même emblème qu'Anjin. La personne lui demande s'il pense pouvoir voler le trésor de quelqu'un et s'en tirer sans être puni. Rudo est surpris et se demande si cette personne est l'un des nettoyeurs. La personne lui dit qu'il recevra une grande punition. Nous voyons la personne lever son bâton et le pointer vers Rudo. La personne lui dit que lorsque vous volez le trésor de quelqu'un, vous devez être prêt à en affronter les conséquences, ajoutant « Toi, nouveau talent, Rudo ». Rudo est surpris et demande s'il connaît son nom, confirmant qu'il est l'un des nettoyeurs. La personne répond « Oui », qu'Anjin lui a parlé de lui. Il ajoute qu'il vient des nettoyeurs Akuta, son nom est Zanka, et Anjin l'a chargé de la formation de Rudo. Il dit qu'il ne s'attendait pas à commencer sa formation par quelque chose d'aussi basique que « ne vole pas les gens si tu tiens à ta vie ». Rudo lui dit qu'il l'utilisait juste pour récupérer son argent du chat. Zanka le coupe, disant qu'il devrait aller voir son père et lui dire qu'il ne l'a pas bien élevé. Rudo se met en colère, pensant que ce salaud ne sait rien, et insulte Recto. Il commence à montrer des signes de rage. Il se souvient alors que Recto lui a conseillé que s'il veut que quelqu'un l'écoute,
il devrait d'abord essayer de faire des compromis. Ajoutant qu'il parie que Chiwa déteste les gars impulsifs. Le petit Rudo est surpris, Recto sourit et continue, lui disant qu'il doit se calmer et penser aux sentiments de l'autre personne. Nous voyons Rudo se calmer, répétant la phrase « les sentiments de l'autre personne ». Il pensait que Zanka avait l'impression que son bâton lui avait été volé, et c'est pourquoi il était en colère. Et si quelqu'un prenait ses gants, il serait en colère aussi. Ici, Rudo lui explique qu'il ne voulait pas prendre son bâton et qu'il ne savait pas qu'il lui appartenait, et s'excuse auprès de lui. Rudo le regarde, et soudain, Zanka se calme et s'excuse à son tour pour sa colère, parce que son bâton compte beaucoup pour lui. Rudo est surpris par la réaction de Zanka, et pense que c'est la première fois de sa vie qu'il met fin à une dispute, et que Raguto avait raison. Zanka lui dit qu'il va maintenant rejoindre les nettoyeurs, étend la main en demandant qu'à partir de maintenant, ils travaillent ensemble. Zanka lui demande quels sont ses outils vitaux et ce qu'il peut faire avec eux. Rudo explique que ses outils vitaux sont ses gants et qu'il ne sait pas quoi en faire. Zanka regarde les gants de Rudo et les admire. Et Rudo pense que Zanka semble être une personne différente de celle qu'il a rencontrée plus tôt. Maintenant, il sourit et se souvient du conseil de Raguto de changer son air renfrogné et d'essayer de sourire, et comprend que sourire fait une grande différence. Pendant ce temps, Zanka lui dit que son bâton est son outil vital et tout le monde se moque de lui pour cela. Rudo se demande s'il peut sourire et se motive en se disant qu'il pourra sourire. Ici, Zanka lui demande pourquoi il veut rejoindre les nettoyeurs. Nous voyons Rudo sourire d'un sourire idiot et dire à Zanka qu'il les aide juste pour obtenir ce qu'il veut. Zanka le regarde, écrit soudainement dans son visage en demandant quelle est cette fichue expression et soupçonne qu'il se moque de lui. Rudo est surpris et demande pourquoi il est en colère maintenant et explique que l'expression sur son visage est le meilleur sourire qu'il ait jamais fait de sa vie. Zanka demande dans quel monde cela est considéré comme un sourire, et Rudo se demande ce qu'il a fait de mal, et sourit à nouveau d'un sourire idiot. Et Zanka crie à nouveau à son visage, et l'accuse d'être un fou, et continue en disant qu'il lui pardonne, et dit à Rudo qu'il se moque de lui. Ici, Rudo répond avec colère et demande ce qui ne va pas avec le fait de sourire pendant une conversation normale. Zanka lui dit qu'il pense qu'il est spécial parce qu'Anjin a dit qu'il est naturellement talentueux et continue qu'il risque leur vie quotidiennement en affrontant des monstres de déchets et d'autres. Et que Rudo dit juste qu'il les aide pour obtenir ce qu'il veut. Et s'il ne peut pas parler sérieusement de son objectif, c'est qu'il doit être trivial. Ici, Rudo se souvient de Raguto tué par l'homme masqué et se rappelle que Raguto lui a dit de changer ce monde sale. Nous voyons Rudo debout devant Zanka et lui demandant ce qu'il vient de dire, un objectif trivial, et continue en disant qu'il est sérieux à ce sujet et qu'il fait de son mieux et avertit Zanka de ne pas se moquer de lui. Ici, Zanka comprend qu'ils ne s'entendaient pas dès le moment où ils se sont vus. Zanka attrape son bâton et le transforme en un outil vital. Au même moment, Rudo attrape quelque chose et le transforme en un outil vital. Ici, Zanka est choqué et comprend que la capacité de Rudo peut transformer n'importe quoi en un outil vital simplement en le touchant avec sa main. Zanka continue en disant que cela explique ce qu'Anjin a dit à propos de Rudo étant naturellement doué, et si le talent naturel est tout ce qu'il a, il ne vaincra pas une personne ordinaire comme moi. Soudain, nous voyons le bâton de Zanka tomber du ciel devant Rudo. Rudo est surpris et se demande quand le bâton est monté dans le ciel. Zanka commence à attaquer Rudo. Rudo essaie de bloquer l'attaque de Zanka. Zanka lui dit qu'il doit être rapide. Rudo contre-attaque Zanka, mais Zanka lève son bâton et frappe Rudo avec. Rudo tombe au sol. Zanka lui dit que son attaque était faible et continue que la force est tout ce que Rudo a. Mais Zanka sent quelque chose sur son visage et le touche avec sa main et est choqué et stupéfait que Rudo ait utilisé une ventouse dans son combat avec lui. Zanka essaie d'expliquer ce qu'est une ventouse à Rudo. Rudo attaque Zanka et Zanka évite tous les coups de Rudo tout en étant dégoûté. Soudain, Zanka s'enfuit. Là, Rudo se demande ce qui a tant effrayé Zanka et qu'il ne sait pas ce qu'est cette chose dans sa main. Mais ça fonctionne bien, et il court après Zanka. Zanka court et dit à Rudo de lâcher cette chose de sa main, mais Rudo continue de courir et de le poursuivre. Soudain, Zanka court et regarde derrière lui pour voir Rudo sauter et agiter la ventouse en l'air avec toute la saleté de la ventouse volant sur Zanka. Soudain, Zanka crie, puis après cela, nous voyons Anjin conduire une voiture en ville et voir Rudo assis au bord de la route. Le moteur s'arrête à côté de lui et demande à Rudo s'il est devenu ami avec Zanka, mais est surpris de voir Zanka allongé par terre, choqué. Et après cela, dans la voiture d'Anjin, on entend le son de son rire. Il ne pouvait pas croire ce que Rudo avait fait à Zanka. Zanka explique qu'il n'a jamais été insulté avec de la saleté auparavant. Au même moment, Rudo est choqué d'avoir combattu tout ce temps avec de la saleté. Anjin explique que Zanka ressemble à un enfant gâté ici par terre et qu'il a été insulté en étant couvert de saleté, et rit à nouveau. Zanka lui demande d'arrêter de rire. Anjin explique ici que ce n'est peut-être pas leur première rencontre avec respect, mais explique à Rudo que Zanka sera son entraîneur et qu'il est leur meilleur donneur pour contrôler les outils vitaux et qu'il lui apprendra beaucoup. Zanka pense qu'Anjin croit qu'il est bon et en est surpris. Soudain, Anjin demande quand Ryo est arrivé. On voit une fille dormir sur le siège arrière de la voiture et Rudo la regarde. La fille, nommée Ryo, se réveille et dit qu'elle était curieuse. Elle s'approche de Rudo et demande « Es-tu Rudo ?» Rudo répond « Oui ». Il se demande si cette fille est aussi une nettoyeuse.
Nous voyons Ryo attraper les cheveux de Rudo et commenter à quel point ils sont uniques. Rudo est surpris qu'une femme joue avec ses cheveux et se demande si c'est ainsi que la vie est à la surface. À ce moment-là, Enjin dit qu'ils doivent y aller et annonce que leur prochaine étape est la maison, le quartier général des Cleaners. Les événements commencent alors que nous voyons Enjin conduire la voiture vers la maison. Il passe par un tunnel et Rudo est émerveillé. Ils arrivent à la maison, sortent de la voiture et Enjin souhaite la bienvenue à Rudo au quartier général des Cleaners. Ils entrent dans le quartier général et Ryo salue Rudo. Rudo est surpris et demande pourquoi elle l'embête. À ce moment-là, Enjin l'appelle et le présente à leur réceptionniste nommé Simao, qui examine toute personne qui les rejoint. Il explique que la capacité de Simao est... Mais avant qu'Enjin puisse finir, Simao écrase rapidement 2 mouches qui bourdonnaient autour de Rudo. Rudo et Enjin sont tous deux impressionnés. Simao dit à Rudo qu'elle est heureuse de le rencontrer et ajoute qu'Enjin lui a parlé de lui et qu'elle veut voir ses capacités. Rudo est surpris. Enjin lui explique que les lunettes de Simao sont son outil vital et qu'elles améliorent sa vision cinétique et si elle se concentre, elle peut voir l'essence d'une personne. Rudo se demande si elle peut vraiment faire ça. Nous voyons de l'énergie émaner des lunettes de Simao alors qu'elle regarde Rudo, mais soudain elle s'arrête. Enjin lui demande ce qui ne va pas. Simao explique que Rudo est très athlétique et n'aura pas besoin de ce genre d'entraînement et que sa relation avec son outil vital est très bonne, mais son utilisation est encore instable et il a besoin d'entraînement pour pouvoir utiliser son pouvoir à volonté. Et Enjin demande si c'est tout, mais Simao dit pas exactement. Elle dit à Rudo qu'il a des excréments sur le cou. Rudo s'énerve. Enjin rit et comprend pourquoi les mouches ne le laissaient pas tranquille. Il dit à Rudo de ne plus jouer avec des excréments. Rudo se met en colère et lui dit qu'il ne jouait pas. Enjin remercie Simao et ajoute qu'il emmènera Rudo rencontrer le chef. Enjin explique qu'il y a environ 100 nettoyeurs, ce qui inclut des combattants, des gardes et des supporters, et que leurs tâches les emmènent dans différents endroits, ce qui explique pourquoi il est difficile pour tout le monde d'être au même endroit. Il demande à Roto s'il veut en rencontrer certains, car il ne devrait pas y en avoir trop ici aujourd'hui. Il ouvre la porte et est surpris de trouver un grand nombre d'entre eux, alors il suggère de reporter la rencontre de Roto avec eux. Enjin et Roto se tiennent devant une porte et Enjin lui dit que c'est la chambre du leader. Roto dit qu'il va demander comment se rendre à la surface, mais Enjin l'interrompt et lui dit d'attendre. Il lui dit qu'il parie que Roto pense que la première chose qu'il dira au chef est « Comment puis-je me rendre à la surface ?» et lui rappelle que l'information ici n'est pas gratuite. Il conseille à Roto de dire au leader qu'il travaillera ici en échange de leur aide pour atteindre la surface et dit qu'il n'a expliqué l'outil vital de Roto que parce qu'il le devait. Il conseille également à Roto de ne pas demander au leader à propos de son propre outil vital car aucun d'eux ne sait ce que c'est ni quel est son pouvoir. Il explique que tous les nettoyeurs suivent le leader et que la loyauté se gagne non seulement par la compétence mais par la capacité à gagner la confiance. Roto se prépare à rencontrer le leader. Il entre dans la pièce mais est surpris de ne pas trouver le leader à son bureau. Simio apparaît derrière eux et leur dit que le leader est en mission et ne reviendra pas maintenant. Roto est agacé et Enjin s'excuse auprès de Roto pour l'absence du leader. Roto répond avec colère qu'il le sait, alors maintenant quoi ? Enjin demande à Simio si le leader a une estimation de temps pour revenir, puis demande à Roto s'il pensait que le leader serait plus ponctuel. Il explique que l'attente pourrait être longue. Ryo apparaît et suggère à Roto de regarder son travail. Elle ajoute que Roto ne peut pas rejoindre officiellement les nettoyeurs tant que le leader n'est pas revenu et demande ce qu'il pense de l'accompagner en tant que stagiaire. Elle s'approche et lui dit qu'elle veut en savoir plus sur lui et demande s'il est d'accord. Roto est surpris. Ensuite, nous voyons Simio expliquer la demande d'un client à tout le monde. Elle dit qu'il y a une ville près de la zone contaminée qui a signalé de petits monstres de déchets s'approchant de leur barrière et qu'ils veulent un nettoyage par précaution. Roto ne comprend pas ce que signifie la ville contaminée. Simio regarde Enjin et demande s'il ne l'a pas encore dit à Roto. Enjin dit qu'il l'a appelée la zone de décharge pour lui simplifier les choses. Simio le regarde avec agacement, puis regarde Roto et lui dit qu'elle va expliquer ce qu'Enjin n'a pas réussi à lui dire. Elle explique que la Terre est divisée en zones sûres, qui soutiennent la vie humaine, et en zones contaminées, remplies de déchets, où vivent des monstres de déchets. Elle ajoute que l'endroit où Roto est arrivé est une zone contaminée extrêmement dangereuse. Elle explique qu'il y a 6 zones sauvages confirmées jusqu'à présent, et la plupart des gens meurent presque immédiatement en y entrant. Elles sont pleines de monstres de déchets, et les donateurs ont du mal à les gérer. Elle dit que le fait qu'Enjin ait trouvé Roto est un miracle. Elle demande à Enjin ce qu'il faisait là-bas dans la nature sauvage. Il lui dit qu'il était là pour se dégourdir les jambes. Simio le regarde avec étonnement. Elle lui dit de porter un masque à gaz dans les zones contaminées, et explique à Roto qu'inhaler quelque chose de toxique le rendra gravement malade. Elle ajoute que quiconque sans masque à gaz dans la terre sauvage mourra en 15 minutes. Dehors, tout le monde se tient ensemble et Ryo se tient à côté de Roto, lui disant que cette mission devrait être facile et qu'elle veut qu'il la regarde attentivement. Roto pense en lui-même que c'est vraiment un énorme tas de déchets et se demande combien de minutes il a passé à respirer l'air toxique. Il pense à comment, lorsqu'il était dans l'arche, il a toujours cru que le gouffre n'était qu'un grand tas de déchets, mais il n'a jamais imaginé que des gens vivaient en bas et que les gens d'en haut ne le savaient pas. Mais il se demande si peut-être ils le savent et envoie quand même des gens et des déchets ici.
Mais il explique que lorsqu'il regarde la zone polluée, cela lui semble être un véritable trésor et il veut tout prendre et réparer. Ryo demande qui sont ces gens. Ryo lui répond qu'ils sont aussi un groupe de nettoyeurs appelés supporters, mais qu'ils n'ont pas de pouvoir, mais ils font partie de l'équipe et les aident dans leur travail. L'un d'eux tend la main à Ruto et lui dit qu'il est heureux de le rencontrer. Ruto tend la main pour la serrer, mais soudain l'homme serre fort la main de Ruto et le fait tomber par terre. Ryo rit et lui dit que cet homme est incroyable parce que sa force de préhension est légendaire et qu'il peut briser la coquille extérieure d'un monstre de déchets avec sa main. Ruto voit qu'il n'est pas sûr de pouvoir suivre cette énergie, mais il doit observer et apprendre, même si la mission est facile. À ce moment, une fille des supporters dit à Ryo qu'un monstre de déchets a été repéré. Rudo est surpris par leur grand nombre et dit à Ryo qu'elle n'a pas dit qu'il combattrait un troupeau de monstres et qu'elle a dit que c'était une mission facile. Mais Ryo le rassure en disant qu'il n'y a pas de problème et que ce type de monstre est lent et pas fort. Nous voyons les monstres s'approcher et essayer de franchir la barrière. Ryo explique à Rudo que ces monstres ne peuvent même pas égratigner la barrière et lui demande de regarder et d'apprendre. Rudo voit que ces monstres sont effectivement beaucoup plus faibles que celui qu'il a rencontré la première fois, mais ils ressemblent beaucoup à des animaux. Mais soudain, des monstres plus grands et plus massifs apparaissent en grand nombre, s'approchant de la barrière. Rudo crie que ces monstres ont l'air plus forts, mais Ryo lui dit de se calmer et que ce n'est pas un problème. Mais Rudo crie encore et lui demande d'appeler des renforts. Ryo lui demande de se calmer et dit que ces monstres sont effectivement plus grands et plus forts que les précédents, mais qu'ils sont un bon exemple pour entraîner un débutant comme lui. Ryo pense que le troupeau n'augmentera pas en nombre plus que ça, et plus vite ils l'élimineront, plus vite ils rentreront à la maison, et ils auront une fête de bienvenue pour Rudo. Ryo lui demande quel est son plat préféré, mais Rudo lui explique qu'il n'est pas encore un membre officiel de l'équipe des Cleaners, et demande à Ryo pourquoi elle est si calme. Ne risque-t-elle pas sa vie? Ryo lui répond que s'il veut devenir membre des Cleaners et survivre sur Terre, il est important de rester calme. Rudo se souvient ici qu'Anjin était également calme en combattant des monstres auparavant et se demande si le calme est vraiment ce qui lui manque, et explique qu'il doit se calmer. Pendant ce temps, la barrière est détruite et un monstre géant de déchets apparaît devant eux. Rudo est surpris par l'apparition du monstre et le masque tombe de son visage. Il se dit de se calmer et de ne pas s'inquiéter. Il regarde Ryo et lui demande « N'est-ce pas? Mais nous voyons Ryo perturbé par le monstre ». Et elle dit à Rudo que ce n'est pas bon du tout pour l'entraînement des débutants. Et Rudo est surpris. Mais Ryo continue en disant que voir un tel monstre augmente son enthousiasme. Et Rudo se dit encore de se calmer. Nous voyons Rudo regarder Ryo sortir son outil vital, qui est une paire de ciseaux. Ryo explique qu'avant de nettoyer le grand monstre, elle doit d'abord faire un nettoyage léger. Les ciseaux se transforment en ciseaux géants et Ryo attaque les petits monstres et en détruit la plupart d'un seul coup. Rudo est émerveillé par elle. Rudo se demande ce que Ryo vient de faire. Un homme des supporters lui dit que les ciseaux sont l'outil vital de Ryo, appelé le Reaper, et ajoute que la plupart des gens utilisent des ciseaux avec leurs mains, mais que Ryo les utilise avec son pied. Nous voyons Ryo attaquer les monstres et s'en débarrasser. Rudo comprend que chaque cleaner utilise ses outils à sa manière. À ce moment, l'homme lui conseille qu'il doit être prudent et se défendre. Nous voyons un monstre derrière Rudo courir vers lui. Rudo se tourne rapidement vers lui et soudain l'homme intervient et frappe le monstre avec sa main, le renverse, le saisit et le jette vers Ryo et l'appelle. Ryo regarde le monstre et l'attaque avec les ciseaux et le coupe en deux. Ryo leur demande de lui en envoyer plus. Rudo voit cela et est étonné. En effet, les supporters frappent les monstres avec leurs mains et les lancent vers Ryo qui les attaque avec ses ciseaux. Il devient clair pour Rudo que les supporters n'ont pas le pouvoir d'éliminer les monstres, mais il les désactive et laisse le Giver porter le coup de grâce. Et c'est ainsi que les Cleaners se battent. Il se souvient de ses mots quand il a dit qu'il aide seulement pour obtenir ce qu'il veut. Nous voyons Ryo assise sur ses ciseaux et expliquer que tous les monstres ont été éliminés sauf, et le grand monstre apparaît derrière elle. Il devient clair pour les supporters que Ryo combat le monstre géant. Ils expliquent qu'ils vont démanteler les petits monstres et les garder hors du combat, et ils partent. Mais l'un d'eux trébuche sur un monstre et tombe au sol, et il devient clair que le monstre est vivant et se lève pour attaquer cette personne, et une autre personne lui demande de s'échapper. Et lorsque le monstre attaque cette personne, Rudo apparaît soudainement et empêche le monstre d'atteindre la personne avec un bâton dans sa main. Il explique que s'il veut des informations, il doit rejoindre les Cleaners et qu'il ne sera pas un fardeau pour les autres. Rudo transforme le bâton dans sa main en un outil vital. Rudo est surpris par sa force et par la façon dont il a réussi à transformer le bâton en cette forme. Le monstre essaie de s'approcher de Rudo, mais soudain Ryo apparaît et fait exploser le monstre et lui dit qu'il se précipite pour aider une autre personne et que c'est instinctif pour lui et le remercie. L'autre personne des supporters arrive et s'excuse d'avoir négligé leur défense, et remercie Ryo et Rudo et demande à Ryo si elle s'est débarrassée du monstre énorme. Ryo lui explique qu'elle l'a coupé en deux, mais que cela n'a pas fonctionné, et qu'elle l'a coupé plusieurs fois, et cela n'a pas marché. Nous voyons le monstre debout derrière elle. La personne comprend que c'est un monstre qui n'est pas affecté par les outils vitaux,
Ryo voit que c'est étrange et explique que la faiblesse d'un monstre de déchets est généralement comme chez un être vivant. Elle a l'intention de le découper à nouveau pour le rendre incapable de bouger. L'homme lui dit qu'il enregistrera ce monstre dans le registre car c'est un nouveau type de monstre et qu'ils le signaleront et avertiront les villes voisines. Rudo reste là et ne sait pas quoi faire. Ryo attaque le monstre ici et l'attaque avec ses ciseaux, et coupe des parties de sa tête et voit soudain qu'il y a quelque chose qui brille dans sa tête, et soudain le monstre commence à frapper le sol. Nous voyons Ryo insérer ses ciseaux dans la chose brillante dans la tête du monstre. Le monstre devient fou et frappe le sol plusieurs fois, et les choses dans sa tête frappent le sol et se dirigent vers les supporters. Les deux supporters sont surpris. L'un d'eux explique que le monstre va les frapper. Ces choses provenant de la tête du monstre s'approchent d'eux et frappent le sol devant Rudo et le projettent au loin. Il traverse l'esprit de Rudo à ce moment qu'il a promis à Ricto qu'il donnerait une leçon aux tueurs et aussi aux méchants qui vivent dans l'arche, mais ils ne peuvent pas utiliser son pouvoir et il continue d'être un fardeau pour les autres. Il se demande ce qu'il fait ici. Rudo tombe, mais à ce moment-là, un des supporters le rattrape et le sauve de la chute. On le voit le porter et courir pour l'aider et lui demande pourquoi il est resté figé sur place et n'a pas bougé. Rudo voit Ryo détruire le monstre. Le monstre hurle et Ryo explique que tant que le monstre hurle, cela signifie qu'elle a trouvé son point faible et elle frappe le monstre avec ses ciseaux à ce point faible. Finalement, Ryo parvient à détruire ce monstre. Le supporter et Rudo courent vers elle et le supporter demande à Ryo comment elle a vaincu ce monstre. Ryo lui dit qu'elle l'a vaincu quand elle a frappé cette chose et explique que cette chose est certainement sa source de pouvoir. Le supporter regarde cette chose et est surpris parce que ce n'est pas une source de pouvoir mais c'était un outil vital et se demande ce que cela signifie. Que signifie l'existence d'un outil vital à l'intérieur d'un monstre? Ailleurs, l'homme que Rudo a frappé lorsqu'il le faisait prisonnier se réveille. L'homme se souvient que la dernière chose dont il se souvient est que le garçon de l'arche l'a battu sévèrement. Il se lève et voit qu'il y a une personne étrange assise en face de lui. Alors il lui demande « Qui es-tu » Cette personne étrange lui demande « Où est ce garçon qui vient de l'arche »